Tu m'aimes toujours, tu peux pas le nier. Je suis Bonjour, c'est encore votre Dieu frère, Monsieur Daniel. Le but de cette vidéo est la continuité de la vidéo précédente. Donc ça veut dire comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Dans la vidéo précédente, on a dit le domaine de définition d'une fonction, c'est un ensemble par lequel une fonction existe ou bien une fonction est définie. Sans plus tarder, nous allons continuer avec la fonction composée. Comment définir le domaine de définition d'une fonction composée? Avant de aller dans le but du sujet, nous allons commencer par définir ce qu'on appelle fonction composée. Nous allons prendre deux fonctions. Soit f et g, deux fonctions. Soit f et g, deux fonctions définies par f est défini de A vers B et G est défini de B vers C. On appelle fonction composée de f par g toute fonction définie par g rond f défini de A vers C. Nous constatons que quoi? Nous constatons que lorsqu'on définit deux fonctions, f est défini de A vers B et J est défini de B vers C. La composée d'une fonction de la fonction f par g est définie par g rond f. Or, nous constatons quoi? Nous constatons que l'ensemble de départ de g rond f correspond à l'ensemble de départ de la fonction f. Et l'ensemble d'arrivée de cette même fonction g rond f correspond à l'ensemble d'arrivée de la fonction g. Comment maintenant déterminer le domaine de définition de la fonction j composée, de deux fonctions composées? Comment déterminer le domaine de définition de la fonction j rond f, de la fonction composée j rond f? Comment déterminer le domaine de définition de cette fonction composée j rond f? Je vais vous donner la définition
général. Pour déterminer le domaine de définition de J rond F, on va appeler D de J rond F. D de J rond F est égal à quoi? C'est égal à tout élément de J rond F doit appartenir à l'ensemble des définitions de F et F de X doit appartenir à l'ensemble des définitions de J. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quoi? Ça signifie que lorsque nous avons la fonction J rond F, J rond F est égal encore à quoi? C'est J de F. C'est J de F. On constate que quoi? On constate qu'on a remplacé X de J par F. C'est justement pour ça qu'on dit X. Pour que la fonction J rond F existe, il faudrait que le X de J appartient au domaine de définition de F parce qu'on a remplacé X par F. Ensuite, il faudrait aussi que l'image de la fonction, l'image de X par la fonction F appartient au domaine de définition de J. En d'autres termes, regardez un peu. On va prendre J rond F défini de A vers B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je remplace F A par quoi? Le domaine de définition de F et ceci par le domaine de définition de J. On dit quoi? À tout élément de X, on associe J rond F de X qui correspond à quoi? Qui correspond à J de F de X. Qui correspond à J de F de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque X appartient au domaine de définition de F, alors la fonction C va appartenir au domaine de définition de J. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Pourquoi? Parce que la fonction D est contenue dans la fonction F est contenue dans la fonction J du domaine de définition de F. Est contenue dans la fonction du domaine de définition de F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en d'autres termes, si on veut bien réécrire, nous allons écrire J rond F. Voilà. J rond F est défini du domaine de définition de F vers l'image du domaine de définition de J, vers l'image du domaine de définition de J par F. Ça veut dire à tout élément de X, on associe J rond F de X qui va être égal à J de F de X. Vous constatez que quoi? Vous constatez que lorsque X appartient à D de F, alors F de X va appartenir à D de J.
d de g parce que g rond f de x appartient j rond f parce que quoi? J de f de x appartient à j de dj. Si j de f de x appartient à g de dj, donc à l'image du domaine de définition de g par la fonction g, ceci implique que f de x va appartenir au domaine de définition de g. D'où ceci. Maintenant, lorsqu'on a cet ensemble, il faudrait déterminer quoi? Il faudrait déterminer l'antécédent de f de x. Il faudrait déterminer l'antécédent de f de x. À quel domaine de définition, à quel ensemble l'antécédent de x appartient-elle? Sachant que l'image de x par f appartient au domaine de définition de g. C'est ce qu'on va chercher parce que ici, on a x qui appartient au domaine de définition de f. Maintenant, il faut maintenant chercher en utilisant f de x appartient au domaine de définition de g. Maintenant, on doit maintenant se poser la question, quel est l'antécédent de f de x? À quel ensemble l'antécédent de f de x appartient-elle? Donc, nous allons essayer maintenant de résoudre ça. F de x appartient au domaine de définition de g. Ceci implique quoi? Ceci implique que x va appartenir à l'image du domaine de définition de g par la fonction f-1. Et lorsqu'on a déterminé ceci, on va appeler ça 2. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition générale de la fonction g rond f? Or, il y a une propriété qui dit quoi? Il y a une propriété qui dit, lorsque on a un ensemble x, on a un élément x qui appartient à A, et ce même élément x là appartient à l'ensemble B, alors x va appartenir à A inter B. C'est ce qu'on va utiliser. Maintenant, on vient de déterminer l'antécédent de f de x. On vient de déterminer dans quel ensemble l'antécédent de f de x appartient-elle. Or, au départ, on avait x appartient à d de f. Maintenant, on vient de déterminer où x, l'antécédent de f de x appartient-elle. On va utiliser maintenant x appartient à d de f et x appartient à f-1 de d de j. En utilisant cette propriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient à d de f inter f-1 de d de j. D'où le domaine de définition de j rond f est égal à d de f inter f-1 de d de j. f-1 de d de j. Maintenant, on va essayer d'utiliser un exemple. On va prendre un exemple qu'on va expliciter pour essayer, pour vous permettre de mieux voir ce que je viens d'expliquer. Exemple. On va prendre deux fonctions. F de x est égal à racine de x et j de x est égal à x plus
plus 1. La première des choses, on nous pose d'abord, on nous pose la question de déterminer la composée de J rond F de X et de F rond G de X. Ensuite, on demande de déterminer le domaine de définition de D de F, D de G, D de G rond F et D de F rond G. Première question, on veut déterminer J rond F. La fonction J rond F. Nous allons dire quoi? J rond F de X, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal, J rond F de X est encore égal à G de F de X. Donc, dans la fonction J, où il y a X, on va remplacer X par F de X. Donc, ça veut dire, je repère la fonction J. Or, notre fonction J est égale à X plus 1. Donc, là où il y a X, je remplace le X par F de X. Ça va faire F de X plus 1. Dans la fonction J, je remplace les X par F de X. Et c'est ce que j'ai obtenu. J'ai remplacé X par F de X et j'obtiens F de X plus 1. Maintenant, je connais l'expression de F de X. F de X a pour expression racine de X. Donc, ça veut dire nous aurons racine de X plus 1. Donc, G rond F de X, c'est égal à racine de X plus 1. Je vais ici essayer de déterminer F rond G de X. C'est toujours la même chose, c'est le même procédé qu'on va utiliser. C'est F de G rond, c'est F de G de X. Donc dans la fonction F, je remplace le X par G de X. Je repère d'abord la fonction F. Quelle est la forme explicite de la fonction F? F de X est égal à la racine de X. Donc ça veut dire, partout où il y a les X, je remplace les X par G de X. Ça fait en sorte que quoi? J'aurai racine de G de X. Or, G de X est égal à quoi? G de X est égal à X plus 1. Ça fait en sorte que nous aurons racine de X plus 1. Donc, F rond G de X est égal à racine de X plus 1. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Nous allons passer à la deuxième question. La question 2. On nous demande de déterminer le domaine de définition de D2 de F. J et D de G, le domaine de définition de J rond F, le domaine de définition de F rond G. Comment déterminer le domaine de définition de F? La première chose, dans la vidéo précédente, je vous ai dit, on observe la fonction de F. On se pose ces questions, à savoir, F, est-ce que F est une fonction polynôme? Est-ce que F est une fonction rationnelle? Est-ce que F est une fonction irrationnelle? Ce sont les trois questions que vous devez toujours vous poser. Maintenant, notre fonction F est une fonction quoi? Notre fonction F est une fonction rationnelle. F de X est égal à racine de X. Donc, c'est sur la forme d'une fonction rationnelle. Maintenant, comme c'est sur la forme, j'ai déjà identifié la forme de ma fonction. Maintenant, il me faut maintenant utiliser la condition de cette forme. F de X existe si et seulement si
On a dit, dans une fonction, lorsqu'on a une fonction irrationnelle, pour que cette fonction existe, il faudrait que la fonction qui est à l'intérieur du radical soit supérieure ou égale à 0. Ça va faire en sorte que f de x existe si seulement si x est supérieur ou égal à 0. Ça implique que x appartient à l'intervalle fermé à 0 plus l'infini. Donc le domaine de définition de f, c'est fermé à 0 plus l'infini. Ensuite, on va déterminer le domaine de définition de J. Comment déterminer le domaine de définition de J? On identifie la forme de la fonction J. J est sur quelle forme? La forme d'une fonction polynôme, d'une fonction rationnelle ou bien d'une fonction irrationnelle. On constate bien que notre fonction J de x, qui est égale à x plus 1, est une fonction, est sur la forme d'une fonction polynôme. Donc ça veut dire directement le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. Parce qu'on nous a dit quoi? On nous a dit toute fonction polynôme est définie sur R. Donc toute fonction polynôme a pour domaine de définition R. C'est justement pour ça que je ne réfléchis plus, je applique directement la propriété. Ensuite, on va déterminer le domaine de définition de J rond F. On a deux cas qui se présentent. Soit on se pose la question de savoir, après calcul de la fonction J rond F de x, on se pose la question de savoir, est-ce que notre fonction J rond F de x est une fonction rationnelle, une fonction polynôme, une fonction irrationnelle? Ça, c'est le premier cas. Nous voyons bien que cette fonction J rond F de x est égale à racine de x plus 1. On constate que cette fonction est une fonction irrationnelle. Si c'est une fonction irrationnelle, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour que J rond F de x existe si et seulement si quoi? X est supérieur ou égal à 0. Ça implique que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d de J rond F, c'est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on va utiliser maintenant la définition du domaine de définition d'une fonction composée. On va utiliser la définition du domaine de définition d'une fonction composée. Regardez bien. J rond F de x existe si et seulement si x appartient au domaine de définition de f et f de x appartient au domaine de définition de J. On a x qui appartient au domaine de définition de f qui est quoi? Le domaine de définition de f qui est 0 plus l'infini. Maintenant, on a f de x qui appartient à quoi? Au domaine de définition de J. Le domaine de définition de J qui est quoi? R. Le domaine de définition de J qui est R. Maintenant, comment déterminer f de x? Comment déterminer l'ensemble de x? Donc, comment déterminer l'ensemble de l'antécédent lorsque nous avons f de x? Pour déterminer x, l'antécédent de f de x, qui est x, comment déterminer l'antécédent de f de x?
dans son ensemble. Comment déterminer l'ensemble de l'antécédent de f de x? Ça, c'est le thème que j'ai cherché. Comment déterminer l'ensemble de l'antécédent de f de x? Or, on constate que quoi? F de x est sur quelle forme? Ceci. Est sur la forme là. Si f de x est sur la forme là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, pour que notre fonction f de x existe, il faudrait que quoi? Il faudrait que, c'est normal, il faudrait que notre x appartient à l'intervalle, appartient au domaine de définition de 0 plus l'infini. Et qu'on va essayer de déterminer l'antécédent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceci implique que quoi? X doit appartenir au domaine de définition de f inter R. X doit appartenir or l'image f de x appartient à R, c'est normal. Maintenant, ça appartient à, ça c'est la condition. Maintenant, pour que cette fonction-ci existe, pour que la fonction-ci existe, il faudrait que x appartienne au domaine de définition de d de f. Vous voyez un peu? Il faudrait que x appartienne au domaine de définition de d de f. Vous voyez? Vous dites que x appartient au domaine de définition de d de f. Or, fx appartient à quoi? À fermé à 0 plus l'infini inter R. Inter R, ça implique quoi? Ça implique que x va appartenir à 0 plus l'infini. X va appartenir à 0 plus l'infini. Donc, je viens de déterminer à deuxième intervalle où x appartient. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que, or, on voit que les deux intervalles sont identiques, donc le domaine de définition de G rond F, c'est égal à 0 plus l'infini. Est-ce que vous m'avez compris? Les autres vont dire, on va prendre pour d'autres apprenants, ils vont dire, lorsqu'on a f de x appartient à R, ceci implique que quoi? X va appartenir à f2 à l'image de R par f de moins 1. Or, vous allez constater que l'image de R par f de moins 1, c'est quoi? On va constater que c'est 0 plus l'infini. Donc, ça correspond encore au domaine de définition de J de F. Ok. Maintenant, on va déterminer le domaine de définition de f en G. Le domaine de définition de f en G. Deux cas toujours se présentent. Nous avons ceci, soit on utilise la forme explicite de cette fonction. Maintenant, on se pose la question. Cette forme explicite est sur quelle forme? Fonction polynôme, fonction rationnelle, fonction irrationnelle. Nous voyons bien que lorsqu'il y a déjà le radical, c'est le radical qui domine face à d'autres que le radical. Lorsqu'on a un radical, on peut avoir l'addition de une fonction irrationnelle et une fonction polynôme. Pour déterminer le domaine de définition,
c'est le domaine de définition de la fonction irrationnelle qui domine sur la fonction polynôme. Maintenant, lorsque vous avez par exemple une fonction irrationnelle, la somme d'une fonction irrationnelle et d'une fonction rationnelle, là, il n'y a plus de domination. Donc, ça veut dire, vous devez d'abord déterminer le domaine de définition de la fonction irrationnelle. Vous allez poser la condition pour que cette fonction irrationnelle existe, enfin la condition. Maintenant, pour que la fonction rationnelle existe, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Donc, vous allez chercher les x de chaque condition et vous allez faire l'intersection. Maintenant, dans le cas où nous avons une fonction rationnelle et une fonction polynôme, la somme d'une fonction rationnelle et d'une fonction polynôme, on constate que quoi? On constate que c'est le domaine de définition de la fonction rationnelle qui domine sur la fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de cet ensemble-là va être égal au domaine de définition de la fonction rationnelle. J'espère que vous avez compris ça, c'était juste une parenthèse. F rond G de x existe si seulement si x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, x appartient à l'intervalle x appartient à l'intervalle fermé à moins 1 plus l'infini. Fermé à moins 1 plus l'infini. Voilà. Fermé à moins 1 plus l'infini. Voilà ce qu'on a. Il faut maintenant envisager maintenant le deuxième cas. Donc ça veut dire que le domaine de définition de f rond G c'est égal à fermé à moins 1 plus l'infini. Ça c'est le domaine de définition. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, on va utiliser toujours la définition de le domaine de définition de la composite de deux fonctions. Pour que f rond G de x existe, il faudrait que quoi? Il faudrait que x appartient au domaine de définition de G et G de x appartient au domaine de définition de f. Or, on a déjà ceci. X appartient au domaine de définition de G qui est quoi? Qui est R. Ensuite, on a G de x qui appartient au domaine de définition de df qui est quoi? Qui est 0 plus l'infini. Or, G de x qui appartient à 0 plus l'infini, ceci implique qu'il faut que f de x est supérieur ou égal à 0. Alors, maintenant, on va remplacer g de x par sa valeur. Or, g de x est égal à quoi? G de x, c'est égal à x plus 1, qui est supérieur ou égal à 0. Ceci nous implique que quoi? X est supérieur ou égal à moins 1. Donc, le domaine dont x appartient à l'intervalle fermé à moins 1 plus l'infini. Or, je viens de déterminer deux intervalles où x appartient à la fois. Alors, maintenant, comment déterminer le domaine de définition de ces composés? Il faudrait que D2 f rond G est égal à quoi? Est égal au premier au premier intervalle où x appartient, qui est R inter le second intervalle où x appartient, qui est moins 1 plus l'infini. Or, vous voyez bien que moins 1 plus l'infini est contenu dans R. Si moins 1 plus
plus l'infini est contenu dans R, ça veut dire que le domaine de définition de tout cet ensemble-là est égal à fermé à moins 1 plus infini. Ou, pour d'autres qui ne voient pas, ils vont tracer une droite. Ils vont placer le point moins 1. Ils vont fermer. Ensuite, or, R c'est défini de moins l'infini à plus infini. Je représente l'intervalle moins l'infini plus infini. Donc, je m'avais de moins l'infini à plus infini. Ça, c'est l'intervalle de R. Ensuite, je représente l'intervalle fermé à moins 1 plus l'infini. Vous voyez que l'intersection des HU correspond au domaine de définition de F rangé, qui est fermé à moins 1 plus l'infini. Maintenant que je vous ai montré les différentes méthodes, les différentes stratégies pour déterminer le domaine de définition de la composée de deux fonctions, nous allons passer maintenant à la fonction exponentielle. Fonction exponentielle. Qu'est-ce qu'une fonction exponentielle? Qu'est-ce qu'une fonction exponentielle? Qu'est-ce qu'une fonction exponentielle? C'est ce que nous devons connaître. Qu'est-ce qu'une fonction exponentielle? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Maintenant, nous allons passer par la définition pour connaître vraiment la fonction exponentielle. On va prendre deux fonctions, soit f et u, deux fonctions. On appelle fonction exponentielle f toute fonction de la forme f de x est égal à exponentielle de u de x avec u de x, avec u une fonction quelconque. Ça, c'est la forme généralisée d'une fonction exponentielle. Ça, c'est la forme généralisée d'une fonction exponentielle. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition de la fonction exponentielle? Comment déterminer le domaine de définition de la fonction exponentielle? Comment déterminer le df? Comment déterminer le df de cette fonction, dans la fonction exponentielle? Pour déterminer le df de la fonction exponentielle, sachez ceci, que le domaine de définition de la fonction, d'une fonction exponentielle qui est sur cette forme, va être égal, va dépendre du domaine de définition de la fonction u. Notez bien. Le domaine de définition de la fonction exponentielle
dépendra du domaine de définition de la fonction de la fonction U. Ça veut dire que quoi? En d'autres termes, ça signifie quoi? Ça signifie que D de F va être égal à D de U. D de F va être égal à D de U. En d'autres termes, lorsque vous avez une fonction exponentielle, vous devez toujours regarder la forme de la fonction de U de X. U de X est sur quelle forme? C'est sur une forme. Est-ce que U de X est une fonction polynôme? Est-ce que U de X est une fonction rationnelle? Est-ce que U de X est une fonction irrationnelle? Donc, à chaque fois que U de X est une fonction polynôme, ça veut dire que le domaine de définition de U de X, c'est R, parce que c'est une fonction polynôme. Si c'est une fonction irrationnelle, vous avez les conditions que vous avez les conditions d'une fonction irrationnelle. Et ces conditions-là vous permettent de déterminer le domaine de définition de cette fonction irrationnelle. De même de la fonction rationnelle. C'est justement pour ça que j'ai dit le domaine de définition de la fonction exponentielle dépendra du domaine de définition de la fonction U. Et ceci se traduit par le domaine de définition de la fonction exponentielle est égal au domaine de définition de la fonction U. Nous allons prendre un exemple. Exemple. Exemple 1. F de x est égal à exponentielle de x carré plus 3x plus 2. On demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction. La première chose, vous devez identifier U. On va posons U de x est égal à quoi? X carré plus 3x plus 2. Ensuite, on doit essayer maintenant d'identifier la forme de la fonction U. U de x est sur quelle forme de fonction? Est-ce que c'est une fonction polynôme, une fonction irrationnelle, une fonction rationnelle? Or, vous constatez que quoi? Que la fonction U de x est une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de U de x directement, c'est R. Si le domaine de définition de U de x, c'est R, alors le domaine de définition de F, c'est R. Tout simplement. On va prendre un autre exemple. Exemple 2. F de x est égal à exponentielle de racine de x plus 1. La première des choses, on doit identifier notre fonction U de x. Posons U de x, c'est égal à racine de x plus 1. Racine de x plus 1. Maintenant, U de x est sur quelle forme? C'est sur la forme d'une fonction rationnelle, d'une fonction polynôme ou d'une fonction irrationnelle. Vous voyez bien que lorsqu'il y a déjà le radical, c'est sur la forme d'une fonction irrationnelle. Maintenant, vous posez la condition. U de x existe si seulement si quoi? Si seulement si x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, ça veut dire que le domaine de définition de U, c'est égal à moins 1
plus l'infini. Par conséquent, le domaine de définition de cette fonction exponentielle, c'est égal à moins 1 plus l'infini. C'est tout. On va prendre un dernier cas d'exemple. Exemple 3. Nous avons f de x est égal à exponentielle de x sur x moins 1. La première chose, on doit identifier notre fonction u. U de x, c'est égal à x sur x moins 1. Maintenant, on va nous poser la condition. Ça, c'est une fonction rationnelle. On a identifié notre u, c'est une fonction rationnelle. On va maintenant poser la condition de savoir. U de x existe si seulement si quoi? Si seulement si x moins 1 est différent de 0. Donc, si seulement si le dénominateur de cette fonction est différent de 0. Ceci implique à dire que x est différent de 1. Donc, le domaine de définition de f de u qui est égal à f de f qui est égal à au domaine de définition de u qui correspond à r privé de 1 qui est égal à, sous forme d'intervalle, ça va faire moins l'infini, 1 union 1 plus l'infini. Donc, ceci, le domaine de définition d'une fonction, de cette fonction exponentielle. Ça, ce sont les différentes stratégies que vous devez connaître. Ensuite, nous passons à la fonction logarithmique. Fonction logarithmique. Comment? Qu'est-ce qu'une fonction logarithmique? Qu'est-ce qu'une fonction logarithmique? Une fonction logarithmique, pour savoir qu'est-ce qu'une fonction logarithmique, je vais vous donner la définition généralisée d'une fonction logarithmique. On va dire soit deux fonctions f et u, deux fonctions. On appelle fonction logarithme f toute fonction de la forme f de x est égal à ln de u de x avec u de x strictement supérieur à 0. Ça, c'est la définition généralisée d'une fonction logarithmique. Maintenant, nous allons passer comment déterminer le domaine de définition d'une fonction logarithmique. Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction logarithmique. Pour déterminer le domaine de définition d'une fonction logarithmique, il suffit toujours de se poser la question de savoir
quelle est la condition ou bien quel est l'intervalle dans lequel la fonction existe? C'est la question que vous devez toujours vous poser. Et lorsque vous allez trouver l'intervalle là, cet intervalle va correspondre à son domaine au domaine de définition de la fonction. F de x existe si et seulement si quoi? Que la fonction qui est à l'intérieur là soit strictement supérieure à 0. Soit strictement supérieure à 0. Ça, c'est la condition pour déterminer le domaine de définition d'une fonction logarithmique. Maintenant, comment trouver exactement cet intervalle? La première des choses, lorsque nous avons cette équation, la première des choses, on résout u de x d'abord est égal à 0. On résout u de x est égal à 0. C'est justement pour déterminer les différentes racines qui annulent la fonction u de x. Après avoir déterminé les différentes racines qui annulent la fonction u de x, la deuxième étape, on va dresser le tableau de signes de la fonction u de x. Lorsqu'on dresse le tableau de signes de la fonction u de x, maintenant on repère la dernière question, la dernière étape. On identifie les différents intervalles dans lesquels la condition u de x strictement supérieur à 0 est vérifiée. Et ces différents intervalles où la condition u de x est strictement supérieur à 0 est vérifiée va correspondre au domaine de définition de notre fonction f de x. Maintenant, nous allons passer par... On va utiliser les exemples pour essayer d'expliciter ce que je viens de dire. Exemple 1. On a f de x est égal à ln de x au carré plus 3x plus 2. On veut déterminer le domaine de définition de cette fonction. F de x existe si et seulement si x au carré plus 3x plus 2 est strictement supérieur à 0. Maintenant, on va utiliser le discriminant. On va utiliser le discriminant. Parce que notre fonction est une fonction polynôme de degré 2. Là, on va passer par le discriminant. Si c'était une fonction de degré 1, on devait résoudre simplement. Maintenant, si c'est une fonction de degré 3, on doit chercher la racine qui annule. Ensuite, quand on détermine maintenant la racine qui annule la fonction, on va utiliser la division euclidienne qui va nous permettre de quitter du degré 1, du degré 3 au degré 2. Ensuite, on va utiliser le discriminant qui va nous permettre de quitter du degré 2 au produit de deux fonctions de degré, au produit de deux polynômes de degré 1.
Et là, ça nous permet de déterminer les différentes valeurs évidentes qui annulent la fonction. Et ensuite, on peut mettre ça sur un tableau pour chercher le signe de notre fonction. Vous voyez un peu. On va prendre maintenant un exemple. F de x. F de x. Oh, bien. On a pris l'exemple. F de x est égal à ceci. On a la condition. Maintenant, nous allons passer par le déterminant. Parce que notre fonction, le discriminant, pardon. Parce que notre fonction est un polynôme de degré 2. Ça va faire 3 au carré moins 4 AC, qui est 1 fois 2. Ça va faire 9 moins 8, qui donne 1. Or, notre discriminant est positif. Si notre discriminant est positif, ça veut dire que notre équation x carré plus 3x plus 2 admet deux racines distinctes qu'on va déterminer. Ça va faire x est égal à quoi? X1, c'est égal à moins 3 plus 1 sur 2, qui correspond à moins 1, et ou x2 est égal à moins 3 moins 1 sur 2, qui va correspondre à moins 2. Ensuite, on établit, ça c'est le premier volet. Il a déterminé les différentes racines qui annulent cette fonction. Maintenant, le deuxième volet, c'est dresser le tableau de signes. Tableau de signes de x au carré plus 3x plus 2. On va dresser son tableau de signes. X au carré plus 3x plus 2. On a moins l'infini. On a moins 2, moins 1 plus l'infini. Ça s'annule là. Le signe de A à l'extérieur des racines, ça va faire plus. Quand ça traverse, ça devient moins. Quand ça traverse, ça devient plus. Maintenant, on vient de dresser le tableau de signes de U de X. Maintenant, on identifie les différents intervalles dans lesquels la condition U de X strictement supérieure à 0 est vérifiée. Maintenant, je viens ici. Je regarde la condition. Ça veut dire que notre fonction doit être positive. Je regarde les signes. Là où il y a positif, c'est ce que je prends. Comme j'ai identifié les différents intervalles dans lesquels les conditions U de x strictement supérieure à 0 est vérifiée, alors cet intervalle correspond à mon domaine de définition. Donc, ça va faire moins l'infini, moins 2, or c'est strict. Elle est stricte, ouvert, union, moins 1 plus l'infini. Ceci correspond au domaine de définition de notre fonction f de x est égal à ln de x carré plus 3x plus 2. C'est comme ça que vous devez vous comporter pour déterminer. Maintenant, on va passer à l'exemple 2. Exemple 2. On a f de x est égal à ln de racine de x plus 1. Racine de x plus 1. On va déterminer le domaine de définition de cette fonction. F de x existe si et seulement si quoi? Si seulement si racine de x plus 1 est strictement supérieur à 0. Si c'est strictement supérieur à 0, regardez ce que j'ai. Strictement supérieur à 0. Maintenant, on a ça. Qu'est-ce qu'on doit faire?
je vais faire basculer ça de l'autre côté. Ça va faire racine de x. Je vais résoudre ceci. Racine de x plus 1 est égal à 0. Racine de x plus 1 est égal à 0. Ensuite, ça va donner racine de x est égal à moins 1. Regardez bien. Ça, la racine d'un nombre n'est jamais négatif. Vous voyez que là, ceci donnera l'ensemble vide. Vous voyez, ça donne l'ensemble vide. Maintenant, pour que cette condition puisse être respectée, il faudrait donner la condition pour que ceci existe. Vous voyez un peu. Il faudrait maintenant donner la condition pour que ceci existe. Donc, racine de x plus 1 existe si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. X est supérieur ou égal à 0. Ça va faire en sorte que quoi? Ça va faire en sorte que nous aurons x appartient à l'intervalle fermé à 0 plus l'infini. Maintenant, on prend les valeurs de x. Vous allez constater que toutes les valeurs de cet intervalle, lorsqu'on va remplacer cela, ça va vérifier la condition C. Et là maintenant, comme ça vérifie la condition, et là nous aurons directement d de x est égal à 0 plus l'infini plus l'infini. Voilà ce qu'on a. On a comme nommé la définition de notre fonction. Exemple 3. F de x est égal à ln de x sur x plus 1. Ln de x plus 1. F de x existe si et seulement si quoi? Si et seulement si x plus 1 est différent de 0. Ceci implique que x est différent de moins 1. Donc, le domaine, qu'est-ce que je suis en train de dire? F de x existe si seulement si quoi? Si seulement si notre fonction qui est à l'intérieur de la fonction logarithmique est strictement supérieure à 0. Maintenant, on doit essayer de résoudre ceci. La première chose, on doit résoudre x sur x plus 1 est égal à 0. Ceci implique que x est égal à 0. Ensuite, pour que cette fonction existe, il faudrait que quoi? Il faudrait que x plus 1 soit différent de 0. Ceci implique que x est différent de moins 1. Et là maintenant, nous allons directement dresser le tableau de signes. On va dresser le tableau de signes. Et là, nous aurons x moins l'infini plus l'infini. On va avoir moins 1, 0. On va voir ici x. On va voir x plus 1. Et on va voir x sur x plus 1. Là. Et ici. X s'annule en 0. Et ceci s'annule en moins 1. Le signe de A à l'extérieur des racines, ça, à la droite de la racine, ça va faire plus, moins, moins. Plus, plus, moins. Ensuite, ça va faire moins divisé par moins qui correspond à moins fois moins qui fait plus, qui font plus. Moins divisé par plus qui correspond à moins fois plus qui font moins. Et plus divisé par plus qui correspond à plus fois plus qui font plus. Maintenant, on essaie maintenant de opérer l'intervalle où la fonction x sur x plus 1 est positive. Donc, il vérifie cette condition. Donc, on essaie d'assurer là où la condition est vérifiée. Et c'est de là
C'est de là que va ressortir le domaine de définition de notre fonction f. C'est moins l'infini, moins 1. Or, comme c'est strict, c'est ouvert, union, ouvert à 0, plus l'infini. Le domaine de définition de notre fonction. Ceci était ce que je devais vous montrer. Maintenant, nous allons passer à la fonction puissance. Fonction puissance. Fonction puissance. H. Fonction puissance. Fonction puissance à exposant R qui appartient à grand R à exposant R qui est un nombre réel. Donc, fonction puissance par exposant R. On prend fonction puissance. On va avoir une fonction puissance. On va définir la fonction puissance. Soit f u de fonction. On appelle fonction puissance toute fonction de la forme f de x est égal à la puissance u de x. A à la puissance u de x avec a appartenant à R et u une fonction Maintenant, comment déterminer le domaine de définition de cette fonction? Comment déterminer le domaine de définition le df, le domaine de définition de cette fonction? Comment déterminer le domaine de définition de cette fonction? La première chose, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on va faire une transformation d'abord. f de x est égal à a à la puissance u de x. Ceci doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Ceci signifie quoi? Ceci signifie que nous aurons quoi? Nous aurons exponentielle de ln de a à la puissance u de x. Exponentielle de ln de a à la puissance u de x. Qui correspond à quoi? Qui correspond à exponentielle de u de x ln de a. Or, a est strictement positif, privé de 0. A est strictement positif, privé de 0. Donc, nous avons notre forme est exponentielle qui donne ceci. Or, notre fonction correspond au domaine de définition de la fonction. Maintenant, le domaine de définition de notre fonction exponentielle va dépendre du domaine de définition de u de x ln de a. Or, ceci c'est un coefficient déjà, donc ça va dépendre du domaine de définition de u de x. Donc, le domaine de définition de f
est égal au domaine de définition de U. Or, pour continuer, on a fait des exemples dans le cas d'une fonction exponentielle. C'est dans le cas où nous avons la formule là. Maintenant, on peut avoir encore une autre fonction puissance qui est sur quelle forme? Qui est sur la forme, par exemple, U de x à la puissance, par exemple, h de x. On a par exemple notre fonction là. Maintenant, quelle est la condition pour que notre fonction puissance qui est sur cette forme-là, quelle est la condition pour que notre fonction puissance qui est sur cette forme-là existe? On va toujours faire une transformation. Ça fait en sorte que quoi? Nous aurons exponentielle de ln de u de x, le tout à la puissance h de x. Ceci correspond à exponentielle de h de x ln de u de x. Voilà ce qu'on va avoir. Maintenant, comment déterminer le domaine de définition de cette fonction? F de x existe si seulement si quoi? Si seulement si x appartient au domaine de définition de h et u de x est strictement supérieur à 0. Et u de x est strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire que quoi? Pour donner le domaine de définition de ce type de fonction, c'est x appartient à d de h et u de x est strictement supérieur à 0. Dans ce cas, on va prendre un exemple. F de x est égal à x plus 1 le tout à la puissance x. On veut déterminer le domaine de définition de cette fonction. La première des choses, on doit essayer de transformer ça. Ça va faire exponentielle de x ln de x plus 1. Or, pour une formule, une petite remarque, parce que il y a certains qui ne vont pas bien comprendre ce que je suis en train de faire. Lorsqu'on a exponentielle de a à la puissance n, exponentielle de a à la puissance n, c'est n ln de ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Regardez bien. Quand je tape ln de u de x du tout à la puissance u de n, qui est égal à ceci. Or, mettez bien en tête que ln de u à la puissance n est différent de ln de a le tout à la puissance n. C'est différent, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Bon, continuons. On a ceci. Maintenant, à partir de là, je peux maintenant poser ma condition. F de x existe si seulement si quoi? Si seulement si x d'abord appartient à R et x plus 1 est strictement supérieur à 0. J'ai déjà déterminé le domaine, j'ai déjà déterminé l'ensemble où x, le premier x appartient. Maintenant, il faut déterminer l'ensemble où le deuxième x appartient. Donc, il me faut résoudre cette inéquation. Ceci implique quoi? Implique que x est strictement supérieur à moins 1. Donc, ça veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert à moins 1 plus l'infini. Maintenant, pour déterminer le domaine de définition de f, c'est l'intersection, c'est R inter moins 1 plus l'infini qui va correspondre à quoi? Qui va correspondre à moins 1 plus l'infini.
Donc ça veut dire, lorsqu'on a ceci, on a ça. Maintenant, ceci, il faut résoudre ceci. Ceci, ça dépend maintenant de la forme de ça. Ça peut être un polynôme du second degré. Et là, vous allez passer au discriminant, vous allez chercher la racine évidente. Ensuite, vous allez faire un tableau de signes. Vous allez trouver l'intervalle où la condition si est vérifiée. Ça va correspondre au domaine de définition à l'ensemble solution de l'inéquation C. Ensuite, que vous allez associer avec ceci en faisant l'intersection avec ceci pour aboutir à la réponse. Je suis pas encore obligé encore de vous rappeler la méthode comment déterminer l'ensemble où ceci est vérifié. Donc, si vous allez plus les exemples précédents, vous allez voir que je vous ai bien expliqué comment faire pour résoudre cette inéquation. Donc, ceci était vraiment ce que je voulais vous faire savoir. Et nous sommes arrivés au thème de l'exposé sur la fonction, étude de fonction et l'objectif de comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Donc, j'ai essayé de parcourir tout type de fonction. Je vous ai montré comment déterminer le domaine de définition de chaque type de fonction. Si vous avez aimé cet exposé, vous devez m'écrire en commentaire. Vous devez liker, partager pour m'encourager afin que je puisse continuer, je puisse avoir à force de continuer d'autres vidéos qui seront plus instructives. Sur ce, bye bye. Tu m'aimes toujours, tu peux pas le nier. Je suis toujours là, tu peux pas m'oublier. Avec moi